L'histoire que je vais vous raconter est pleine de bruits et de fureurs. Il s'agit de l'histoire de la langue française. Je vous propose de revivre avec moi, à travers 10 épisodes d'une demi-heure, les moments forts de ce combat plus que millénaire. Les grandes batailles que nous allons évoquer ne se résument pas toutes à des joutes oratoires. Souvent, il s'agit de luttes violentes et de victoires remportées dans le sang. Mais par-delà cette violence, je souhaite également vous faire partager l'exaltation que l'on peut ressentir pour l'étonnante entreprise qui a fait du français ce joyau de finesse et d'élégance, la langue que nous parlons aujourd'hui. Au combat en faveur du français ont pris part tous les écrivains illustres qui ont su lui donner son renom et contribuer au rayonnement des valeurs qui fondent notre culture. À ce combat sont associés aussi tous ceux qui parlent français dans le monde chaque jour, qu'ils soient de France, de Wallonie, de Suisse romande, du Québec, du Maghreb, d'Afrique ou d'ailleurs. À travers ce combat, nous savons, nous sentons qu'il s'agit tout simplement de défendre notre manière de concevoir, de dire et d'écrire le monde. Revendiquer le français comme une langue riche, moderne et efficace, telle est la clé de son rayonnement dans le monde de demain. Tel est aussi le moyen de témoigner en faveur de toutes les autres langues. S'il est un lieu hautement symbolique de la grandeur et du rayonnement de la France durant le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est bien le château de Versailles. En effet, c'est ici que se sont déroulés des événements essentiels de l'histoire de la France, ainsi bien entendu que des moments clés de la diplomatie internationale. Depuis les traités entre la France et l'Autriche au début du XVIIIe siècle, jusqu'au fameux traité de Versailles précisément, 1919, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Dans les épisodes précédents, nous avons évoqué les combats que la langue française a dû livrer pour s'imposer sur son propre territoire en tant que langue nationale. Mais nous n'avons encore rien dit des combats qu'elle a dû conduire pour devenir langue internationale, langue des diplomates. Or, il se trouve que le XVIIIe siècle est à la langue française ce que ce château de Versailles est à l'histoire de la monarchie française, c'est-à-dire l'apogée de sa gloire et de son rayonnement dans le monde entier. Cependant, il se trouve qu'après avoir connu des heures fastes, des heures de gloire, au XVIIIe siècle, la langue française a commencé, après cette apogée de gloire à l'époque des Lumières, de connaître des heures moins fastes. Pour quelle raison? Eh bien parce que la France a commencé à devoir partager avec d'autres pays la puissance économique et l'influence diplomatique dans le monde. C'est précisément cette alternance de haut et de bas que je vais à présent vous raconter. La découverte du Nouveau Monde en 1492 ouvre de nouvelles perspectives économiques pour l'Europe. L'or et l'argent affluent. Les monarques du vieux continent commencent à rêver à ces nouveaux royaumes à conquérir par-delà l'océan. L'Espagne et le Portugal entrent en compétition pour s'approprier ces nouvelles richesses. Mais dès 1494, lors du traité de Tordesillas, ils s'entendent pour le partage de ces nouvelles terres. Après la victoire de Lépante en 1571, l'invincible Armada porte un coup d'arrêt définitif à l'expansion des Turcs en Méditerranée et assure ainsi à l'Espagne sa suprématie sur les océans du globe. En 1588, Philippe II d'Espagne envoie ses 130 vaisseaux de combat à l'assaut de l'Angleterre. Mais les Espagnols sont mis en déroute par Francis Drake et la flotte anglaise s'affirme alors comme la première puissance navale en Europe. Cependant, dès le début du XVIIe siècle, la puissance maritime grandissante de la France et de la Hollande vont entrer en compétition avec cette légendaire marine anglaise. La France explore le Québec et reprend une partie des Antilles aux Espagnols. La Hollande jette l'ancre sur l'archipel indonésien, alors que l'Angleterre s'implante aux Indes et en Amérique du Nord. Louis XIV et Colbert renforcent le potentiel militaire de la France en réorganisant l'armée et la marine. Le roi Soleil brille au-delà des mers, créant de grandes entreprises commerciales comme la Compagnie des Indes. Sur le continent, la guerre de Hollande s'achève au bout de 6 ans par une grande victoire française grâce au traité de Nimègue en 1678. Malgré les revers militaires de la fin du règne de Louis XIV, la France demeure l'État le plus puissant du monde.
Autrefois, la plupart des traités internationaux étaient rédigés en latin. Langue morte, certes, mais commune à un grand nombre de cours d'Europe. Puis progressivement, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, le français a commencé de supplanter le latin. Alors pourquoi c'est justement le français qui s'est imposé? Eh bien pour des raisons évidentes qui sont liées au fait que le français était la langue du pays le plus puissant ou un des plus puissants sur les plans militaires, économiques et politiques de l'Europe d'alors. Et quel est le premier traité international rédigé en français? Eh bien, la liste des traités, si elle voulait être exhaustive, qui ont été signés entre la fin du XVIIe siècle et le début du XXe serait beaucoup trop longue. Et il faut se contenter de quelques-uns qui sont les plus représentatifs. C'est en 1678-1679 qu'est signée la paix de Nimègue, laquelle, pour mettre fin à la guerre de Hollande, commencée 6 ans plus tôt, donne à Louis XIV, à l'apogée de la monarchie française, la Franche-Comté, ainsi qu'une série de places fortes en Hainaut, en Cambrésis, en Flandre, qui régularisent définitivement la frontière septentrionale de la France. Et puis un peu plus tard, pour répondre à votre question, le traité qui est considéré, à tort, puisqu'il y a eu Nimègue avant, comme celui à partir duquel le français est vraiment consacré comme langue diplomatique en Europe, c'est le traité de Rastatt. En quoi consiste-t-il? Eh bien ce traité, qui est signé entre Louis XIV et l'empereur Charles VI, n'a pas été quelque chose d'agréable parce que c'est une fin de règne assez morose, la reine de Louis XIV, et la France a dû céder la plupart des places fortes qu'elle avait conquises sur la rive droite du Rhin. Mais il y a une compensation de haute valeur symbolique à cette morosité de la fin de règne de Louis XIV et du traité, c'est que le traité est rédigé en français. Or cela était vraiment nouveau, c'est pourquoi probablement on considère que c'est là la première grande date pour français comme langue diplomatique, c'est que c'était contraire, cet usage du français, à toutes les traditions diplomatiques de l'Empire. On peut donc dire qu'à partir de cette date, et de façon définitive au moins pour ce siècle, le français est consacré comme langue internationale diplomatique. Là, vous m'avez cité des traités dans lesquels la France était signataire, donc à la rigueur, ça paraît assez logique qu'on utilise le français, mais pour les autres traités, c'est le latin qui est utilisé? Eh bien non, c'est aussi le français. Pourquoi? Eh bien parce que le français a retiré de cette consécration en Europe un prestige international. Si on en veut quelques exemples, on peut dire que quasiment depuis 1678, la paix de Nimègue dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien le français, je cite ici un contemporain, était livré, il écrit même prostitué, aux intrigues des cabinets de toute l'Europe. Il sert partout. C'est ainsi, pour donner quelques exemples, quelques jalons historiques, qu'en 1718, une convention est signée à La Haye entre la Hollande et l'Empire. En 1720, elle est rédigée en français. Même chose en 1720 pour un traité qui est signé à Stockholm, je crois, entre le roi de Suède et le roi de Prusse. Et surtout, plus important encore peut-être, en 1774 a été signé le traité de Küçük-Kaynarca, essentiel pour le règne de Catherine II et pour les Russes, entre les Russes et les Turcs. Tout cela montre l'importance immense du français, même lorsque la France n'est pas partie prenante, précisément. Pourquoi le français, pourrait-on se demander? Eh bien parce que les qualités qu'on lui prêtait alors, c'est le témoignage des contemporains bien sûr, c'est eux qui le déclarent, qualité de rigueur, de déroulement de la pensée, méthodique et claire, permettant d'assurer une garantie contre les ruses diplomatiques, sont considérées par la majorité des diplomates comme des qualités précisément qui font du français une langue à vocation diplomatique. L'histoire de la diplomatie remonte au XVe siècle, lorsque la République de Venise établit ses premières missions diplomatiques permanentes. L'exemple est bientôt suivi par la papauté et par la ville de Florence. Dès le XVIe siècle, des ambassades établies dans les grandes capitales européennes assurent la représentation diplomatique des principaux États, mais leurs membres sont bien souvent soupçonnés de se livrer à l'espionnage. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la France renforce et accroît son corps diplomatique au point d'en faire le plus important d'Europe. Au cours du XIXe siècle, la complexification des rapports internationaux et les nouvelles conditions économiques exigent une concertation bilatérale permanente entre les États. Progressivement, la guerre, néfaste au commerce mondial, n'est plus considérée que comme l'arme ultime de la diplomatie. On multiplie les conférences internationales, comme celle du Congrès de Paris, le 30 mars 1856, à propos de la Crimée. Ou plus tard, celui de Berlin, en 1878, sur la question d'Orient. Jusqu'ici, je n'ai parlé que de traités. Or, ces traités sont l'aboutissement de négociations. N'oublions pas en effet que la vie diplomatique est faite d'un grand nombre de rapports écrits, verbaux, entre les puissances. Et même, on peut considérer que chaque cour a son étiquette. Et en général, l'emploi des langues y est minutieusement réglé.
Est-ce que pour correspondre, les États utilisaient une langue officielle? Eh bien, on peut dire qu'en cette première moitié du XVIIIe siècle, aucune cour européenne n'avait de règles constantes en matière de correspondance diplomatique écrite. Aucune. Sauf évidemment la France, qui par définition n'écrivait qu'en français. Mais il y a quand même quelques faits notables qui sont à souligner. Par exemple, le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape, lorsqu'il va voir Louis XV, lui parle en français. Et pas en latin. Et pas en latin. C'est une exception parce que précisément le latin, c'était la règle même qui fut employée comme langue de l'Église auprès des cours européennes. On peut dire également que, rappeler que la chancellerie hollandaise se sert du français qu'elle considère comme la langue de ses relations extérieures dans ses relations avec des monarchies comme l'Angleterre, la Sardaigne, l'Espagne. On peut citer aussi le cas d'Angleterre elle-même, précisément, qui se sert dans ses resoluciones, ce sont des conventions diplomatiques, du français avec le gouvernement russe, bien que les Anglais se servent du latin dans leurs rapports diplomatiques avec l'Empire. En ce qui concerne les communications verbales, comment se parlent les chefs d'État? Eh bien, les communications verbales, de plus en plus, elles aussi, à partir du milieu du XVIIIe siècle, vont tendre à se faire en français. On peut dire qu'à partir de 1750, le français a supplanté de manière quasiment définitive le latin et que ces progrès sont de plus en plus importants au-delà de cette date. Ainsi, en 1775, l'ambassadeur de Russie auprès de la Sublime Porte va s'adresser au sultan dans sa harangue en français. La Sublime Porte, c'est quoi cette anecdote? C'est la Turquie. Ah d'accord. Ainsi, on a affaire à la fin du XVIIIe siècle à une époque d'apogée véritablement du français comme langue diplomatique dominant l'Europe dans les relations internationales. Est-ce que ça va durer, cet apogée? Malheureusement pas. Les Français du XVIIIe siècle étaient tellement imbus de la puissance du français et de son illustration en Europe qu'ils ne semblent pas avoir été conscients du fait qu'un péril extrêmement redoutable menaçait cette diffusion mondiale du français. Quel péril? Eh bien, la perte de terres lointaines qui était beaucoup plus importante pour la France et pour la langue française que ce que la France gardait. Et cela est consacré malheureusement par la perte du Québec, du Canada, au célèbre traité de Paris, 1763, qui est passé quasiment inaperçu aux contemporains et dont les conséquences étaient incalculables. Si les gens avaient été plus clairvoyants, ils auraient su que c'était véritablement des territoires d'espérance pour le français qui étaient définitivement perdus. Les contemporains de cette époque, comme Voltaire par exemple, ont partagé l'aveuglement général. Avec une absence absolue de clairvoyance, Voltaire écrivait à Choiseul, à la veille de ce fameux traité de Paris, « La France, je crois que la France peut vivre sans Québec ». Qu'est-ce qui explique cet aveuglement tellement frappant pour nous aujourd'hui? Peut-être le fait notamment que la France avait une très grande importance comme puissance coloniale. La première puissance coloniale peut-être même du fait qu'en volume de revenus, elles étaient supérieures en France d'un tiers à ceux de l'Angleterre elle-même. Quoi qu'il en soit, voilà que la France est chassée de ces territoires où le français pouvait pourtant avoir une carrière aussi brillante. Aujourd'hui, naturellement, instruits par les événements ultérieurs, nous sommes à la fin du XXe siècle, nous ne pouvons pas nous empêcher de considérer, en prophétisant après coup naturellement, ce qui est facile, cette perte comme irréparable et absolument immense. Durant quelques années, on a pu penser que presque toute l'Europe allait parler français. Car en effet, les conquêtes de Napoléon créent un immense empire qui s'étend sur presque toute l'Europe jusqu'aux portes de Moscou. Et malgré les coalitions européennes contre la France, l'empereur vient à bout de ses adversaires continentaux. Cependant, il échoue contre l'Angleterre. Maîtresse des mers, celle-ci fait front à toute tentative de débarquement français et résiste au blocus continental. À Trafalgar en 1805, malgré la mort de l'amiral Nelson, l'Angleterre est victorieuse. Cette défaite française met fin aux ambitions maritimes de l'empereur. En dominant sur mer, l'Angleterre contrôle les principales routes maritimes vers ses colonies et limite du même coup les visées expansionnistes françaises d'outre-mer. Aussi Napoléon vend-il sans état d'âme la Louisiane aux États-Unis en 1803, plutôt que de conserver des terres difficiles à défendre. L'aventure napoléonienne qui s'achève en 1815 par le Congrès de Vienne laisse la France dans ses frontières antérieures à la Révolution, mais son empire colonial a été largement amputé. Cependant, la légende napoléonienne survivra. On entretiendra même pendant longtemps un véritable culte pour celui qui avait fait souffler un espoir de liberté sur l'Europe et contribué à la propagation des idéaux de la Révolution française. Son fameux code civil est resté en héritage dans bien des pays d'Europe. D'autres se souviennent d'un tyran exécré. Mais quoi qu'il en soit, son ombre va planer durant des décennies au-dessus du vieux continent.
Les armées impériales avaient trouvé la langue française solidement implantée dans la plupart des pays, au moins dans les classes aisées, des pays qu'elles avaient conquis. Mais alors, si ce ne sont pas les conquêtes militaires qui ont permis l'exportation de la langue, qui est-ce? Il y avait évidemment une situation acquise. On connaît les relations qu'avaient les philosophes avec les cours monarchiques d'Europe du centre et de l'Est, et notamment la relation importante qu'a entretenue Frédéric II de Prusse avec Voltaire, ainsi que celle qu'entretenait Diderot avec Catherine II de Russie. Alors pourquoi nos philosophes français correspondaient-ils avec des éclairés étrangers? Eh bien parce que ces illustres intellectuels français étaient pourchassés par la police de Louis XV, et que par conséquent leur pouvoir prophétique en France, chez eux, était moins grand qu'il n'était à l'étranger. Ce qui est certain, c'est qu'après la défaite du Premier Empire, la langue française perd une bonne partie de la prépondérance qu'elle avait précédemment. On peut même dire que le ressentiment contre Napoléon a eu pour effet de la faire reculer, même sur les positions qu'elle avait avant la Révolution et l'Empire. Alors, est-ce que vous voulez dire que l'impérialisme napoléonien mal perçu à l'étranger a sanctionné notre langue dans les cours d'Europe? Quand une langue est vecteur ou vectrice d'idées libertaires, révolutionnaires, accueillie avec sympathie, elle est évidemment portée par ces idées et elle se répand. Quand au contraire, elle est une langue associée à un tyran exécré, du même coup, naturellement, cela la déconsidère, la situation. En tout cas, après 1815, la langue française, durant tout le XIXe siècle, va avoir une bien moins grande prépondérance qu'elle n'a eue lorsqu'elle était langue universelle de l'Europe durant tout le XVIIIe siècle. À titre d'illustration, on pourrait citer un article bien connu du Gentleman's Magazine de juin 1814, qui écrit ceci: l'influence poétique de la France a répandu sa langue. Mais maintenant, inversement, la prépondérance du français sert et augmente l'influence poétique de la France. Autrement dit, le français est devenu comme une sorte de talent classique à acquérir, alors qu'il n'est pour les Français eux-mêmes qu'un moyen de répandre leurs idées, leurs livres et leur athéisme. Il serait bon donc, conclut cet article du Gentleman's Magazine, de voir s'il n'y aurait pas un moyen, pour assurer la paix du monde, de mettre un frein à cette habitude que l'on a d'employer le français partout en Europe. Dès la chute de l'Empire napoléonien, la Grande-Bretagne remplace le français par l'anglais dans l'ensemble de ses relations diplomatiques internationales. Les États-Unis, eux, avaient de toutes les façons pour règle de ne servir d'aucune autre langue que la leur dans leurs relations diplomatiques, comme l'avait fait du reste la France pendant très longtemps avant eux. Mais est-ce que cette influence de l'anglais se ressent de façon généralisée? Eh bien, cela n'est pas vrai pour le continent, parce que sur le continent, les positions du français se maintiennent assez bien. Au congrès de Châtillon, ainsi, en 1814, on se parle en français. On reçoit, on dîne, on converse en français. Même au congrès de Vienne, qui met fin en 1815, au détriment de la France, à l'épopée napoléonienne, le français est encore présent, et c'est également la langue dans laquelle le traité est signé. Il y a certes une clause, l'article 130, qui s'en prend à l'extension du français dans le monde, mais sans remettre en cause véritablement son privilège. On peut dire du reste que durant tout le XIXe siècle, bien qu'il soit vrai que le français n'ait pas la même position prépondérante, il continue à se maintenir et à rester une langue largement utilisée dans la diplomatie. Cela est vrai notamment pour un acte extrêmement important diplomatique qui est le congrès de Francfort en mai 1871. Alors que l'Allemagne est victorieuse, que l'Alsace-Lorraine devient allemande au détriment de la France, les Allemands ne songent pas un instant à remettre en cause le privilège du français comme langue diplomatique. Dans la France du XIXe siècle, négociants et armateurs poussent à une politique d'expansionnisme colonial afin de s'assurer de nouveaux marchés et d'exploiter les richesses naturelles d'outre-mer. Les produits exotiques affluent vers l'Europe, tandis que la traite des Noirs et l'esclavage disparaissent progressivement. Les opinions publiques européennes s'enthousiasment pour cette glorieuse aventure coloniale qui est censée apporter le bien-être et la civilisation à cette humanité primitive. Ainsi, dès 1830 en Afrique du Nord, le maréchal Bugeaud entreprend la conquête de l'Algérie. L'expédition française en Extrême-Orient de 1858 débouche sur la prise de l'Indochine. En Afrique noire, Faidherbe fonde Dakar et rattache le Sénégal à l'empire colonial français. 1898. Les rivalités coloniales entre Français et Anglais s'exacerbent lors de la rencontre de Fashoda. La France en sort humiliée et doit rendre le Soudan à l'Angleterre. À l'aube du XXe siècle, le partage du monde est pratiquement achevé entre l'Empire britannique avec ses 30 millions de kilomètres carrés et la France avec ses 10 millions de kilomètres carrés. Portugais, Espagnols, Néerlandais et Belges ont mis la main sur le reste du globe. Sur le continent européen, la guerre de 1870 s'est conclue par la victoire et la proclamation de l'unité allemande dans la Galerie des Glaces à Versailles. Mais bientôt à Lunéville, à Nancy, au Maroc, à Agadir ou à Tanger, des incidents se multiplient entre la France et l'Allemagne. Une nouvelle guerre semble donc inéluctable. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 met le feu aux poudres et entraîne toutes les puissances européennes dans la Première Guerre mondiale.
Malgré les illusions d'un conflit court, le front se fixe dans l'est de la France entre des belligérants de forces équivalentes, ouvrant une véritable guerre d'usure. L'année 1916 restera éternellement liée au souvenir de la bataille de Verdun, qui se solde par un immense sacrifice en vie humaine. L'année 17 est l'année terrible. Les armées russes se retirent dans des champs de bataille occidentaux pour faire face aux troupes bolcheviques qui se sont lancées dans la révolution d'octobre. 1918 marque l'entrée en guerre des Américains et des Canadiens. L'arrivée des premiers chars de combat ouvre la voie de la victoire à la France, l'Angleterre, les États-Unis et leurs alliés. Il faut alors gérer la victoire et reconstruire les pays dévastés. Les traités de Versailles remodèlent la carte de l'Europe. On accable l'Allemagne de réparations. Pour les Français, l'Allemagne paiera. Lorsque le gouvernement allemand demande l'armistice au président des États-Unis, Wilson répond que c'est au maréchal Foch, récemment promu à ce grade, d'en fixer les conditions. Et c'est ainsi que celui-ci reçoit la capitulation de l'Allemagne le 11 novembre, c'est-à-dire 2 jours après l'abdication de l'empereur Guillaume II. Et pourquoi retenir uniquement les noms de Foch et de Wilson? Foch est un brillant officier français qui a, à l'époque ultime, c'est-à-dire décisive de la Première Guerre mondiale, mené les troupes alliées à la victoire. Quant à Wilson, président des États-Unis, dès janvier 1918, à une époque où le sort de la guerre était loin d'être fixé, car les Allemands avaient multiplié les offensives, redoutables et victorieuses, il avait déjà rédigé un très célèbre message en 14 points, présenté au Congrès américain, qui représentait la manière dont il concevait les conditions d'une paix idéale. Essentiellement, réduction des armements, ou même suppression, réduction également des barrières douanières, des entraves à la libre navigation sur mer, et surtout création d'une Société des Nations, la célèbre SDN, ancêtre de l'ONU, comme on sait, qui était là pour garantir l'intégrité et l'indépendance de tous les États. Or, il se trouve que ceci était écrit en anglais. C'est légitime quand même de la part de Wilson. Ce qui était normal pour un pays américain, pour un président américain, seulement voilà, le fait que cette déclaration en 14 points du président Wilson est en anglais peut être considérée comme la première et très grave entrave à la primauté diplomatique du français. Les choses se précisent ensuite parce que le traité de Versailles n'a pas été immédiat. Il a fallu commencer au Quai d'Orsay, en janvier 1919, par une conférence de la paix. Cette conférence de la paix, qui y préside, qui y assiste? Wilson l'américain, Lloyd George le britannique, et Clemenceau qui dirige la délégation française. Or, Clemenceau parle l'anglais, alors que ni Wilson ni Lloyd George ne parlent le français. Par conséquent, ces deux, les anglophones, insistent pour que les procès-verbaux soient rédigés en anglais. Alors il n'y a aucun sous-entendu politique derrière cette introduction de l'anglais. Clemenceau y consent. On peut considérer que c'est pour des raisons uniquement techniques, mais on a aussi quelques mal à penser que c'est uniquement pour cela. Il y avait quelques arrière-pensées aussi de supplanter le privilège du français en imposant à sa place l'anglais. Les choses vont se précipiter davantage encore, puisque 6 mois plus tard, le 28 juin 1919, a lieu le célèbre traité de Versailles, dans cette même galerie des glaces où avait eu lieu en 1870, après l'écrasement de la France durant la guerre contre le Second Empire, contre Napoléon III, la proclamation, ici même dans les murs de la France, de l'Empire allemand. Alors ce traité, il est en quelle langue? Ce traité solennel, qui est rédigé dans la galerie des glaces en ville de Versailles, il est écrit en anglais et en français, selon la tradition, si on peut dire, qui avait été, enfin selon l'innovation qui avait été faite lors de la conférence de la paix au Quai d'Orsay, 6 mois plus tôt. Alors les vaincus n'ont pas le droit d'avoir leur traité en... L'allemand est la langue des vaincus, on considère que ce n'est pas la langue dans laquelle il a écrit le traité, il est écrit en français et en anglais. C'est une innovation extrêmement étrange qui ne fut pas sans soulever un certain nombre de réclamations. C'est ainsi que le marquis de Flers, académicien brillant, dans son discours d'octobre 1921, discours prononcé à l'occasion de la séance publique annuelle des 5 académies, écrit avec indignation et hauteur que l'on nous prive des avantages diplomatiques d'une zone contestée, c'est là quelque chose à quoi nous nous plions avec une certaine bonne grâce, parfois excessive, mais que l'on songe à nous évincer d'un privilège que le monde nous a reconnu et que l'histoire ne nous a pas disputé, c'est à quoi nous ne saurions nous résoudre en silence. Et plus tard, en 1928, le grand linguiste Antoine Meillet écrira « Le traité de Versailles a été rédigé en français et en anglais, par une singulière et absurde innovation, les deux textes faisant également foi. Et même lorsqu'on lit le texte français, on a l'impression qu'il est traduit de l'anglais. » Autrement dit, la fin d'une guerre où la France a joué le premier rôle militaire a consacré la ruine du privilège qui faisait du français la première langue diplomatique du monde.
La date du traité de Versailles a ceci de très intéressant pour nous, qu'elle apparaît comme une sorte de photographie de ce moment historique essentiel à partir duquel le rapport des forces a basculé comme soudainement en faveur de l'anglo-américain, au détriment du français seul. Mais le français, en fait, n'est ici, je crois, qu'au début du combat qu'il va devoir mener au XXe siècle, peut-être au XXIe, afin de conserver son rang face à l'hégémonie et à la diffusion mondiale de cette même langue anglo-américaine.